Très bien, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sylvain Nidio, je fais partie du club Global Executive MBA. Ce soir, nous organisons un événement avec deux autres clubs, le club Défi Technologie et j'oublie le troisième, et Business Durable et Développement Durable et Solidaire. Donc, on est très heureux de vous accueillir ce soir à cet événement. On a la chance ce soir d'avoir deux invités de marque qui vont expliquer leur point de vue et confronter leur point de vue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le module de questions-réponses qui est à vos dispositions en bas ou en haut de votre écran. Nous, ça nous permet de suivre ça et puis on les posera à la volée pour intervenir pendant la séance. Donc, c'est un énorme sujet ce soir qui est comment l'intelligence artificielle s'accommode de la RSE et comment la RSE doit se transformer pour appréhender ces nouveaux outils qui arrivent, qui peuvent être disruptifs, intéressants, mais ou destructeurs. Donc c'est un peu ça le thème de ce soir. Donc j'ai une petite présentation que je dois partager. Si je trouve le bouton pour partager, crac, crac. Histoire de présenter nos deux invités quand même. Donc je vais commencer par, si j'ai la main sur ma présentation, si elle veut bien changer de slide, peut-être le dernier, on commence, tac. Commencer par Arnaud. Donc Arnaud nous a contacté et est un auteur qui vient de sortir un livre qui s'appelle Sous le règne des machines à gouverner. Il travaille chez IBM, peut-être que je vais laisser Arnaud se présenter, ce sera peut-être le plus simple. C'est ça, voilà. Je suis attaché à je travaille dans un centre de recherche d'IBM et puis j'interviens aussi à l'Object Management Group, donc dans un programme Responsible Computing. Voilà, bon, j'ai travaillé beaucoup les frontières du droit et de l'informatique et j'essaye de remettre en avant cette notion de machine à gouverner. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, qui est, je pense, à mon avis, la manière la plus rationnelle et la plus intéressante de parler d'IA, si on veut ensuite pouvoir aller capter de la valeur business et de la valeur socio-environnementale. Voilà. Et nous avons, pour nous accompagner également ce soir, Loïc, qui est un gros passif de consultant. Pareil, Loïc, si tu veux te présenter. J'aime beaucoup le mot passif. Bonsoir à tous, donc très content d'être parmi vous pour aborder ce sujet qui m'intéresse énormément. Globalement, juste pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, moi je viens pas avec une casquette de chercheur en intelligence artificielle, je suis pas docteur, donc je sais en parler, j'en ai utilisé. Par contre, je suis ingénieur en informatique et en électronique, j'ai une double formation HEC. J'ai effectivement un gros passif de consultant. J'ai fait plus d'une cinquantaine de projets de direction de la transformation digitale dans plein de secteurs, dans l'assurance, l'énergie, le retail, la banque. Et notamment, il se trouve que quand j'ai commencé ma carrière il y a presque 15 ans, j'ai travaillé sur des l'IA conversationnelle. Le hasard fait bien les choses. Et en parallèle de ça, depuis 10 ans, je travaille sur différents médias d'innovation avec différents sujets sur le digital, sur une activité aussi de prospective, sur les technologies émergentes et sur la R&D. Et donc, globalement, il y a 7 ans, j'ai créé mon média d'innovation qui s'appelle Paris Singularity. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de 3000 publications et j'ai, je crois, un peu plus de 3 millions de vues. Donc, je suis très content de pouvoir venir parler avec Arnaud, Sylvain et globalement de pouvoir échanger avec tout le monde sur ce sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Parfait. Alors peut-être pour introduire le sujet, on entend parler d'IA de manière très très conséquente quasiment tous les jours dans notre vie. On ne sait pas forcément où c'est appliqué encore, parce qu'il y a beaucoup d'applications des IA qui sont en back-office, où on n'est pas directement confronté avec. Maintenant, il y a quand même des grosses promesses par rapport et des gros enjeux par rapport à l'utilisation des IA dans notre vie quotidienne. Je serais tenté de dire la première question avant de passer de machine à gouverner, qu'est-ce que l'IA représente pour un entrepreneur? Arnaud, si jamais tu as envie de lancer le sujet. C'est sûr qu'à première vue, donc il y a une première série de réponses sur lesquelles je pense qu'il faut affronter, mais ensuite il ne faut pas trop s'attarder. C'est que oui, l'IA, c'est une méthode d'ingénierie qui permet de générer du code, de faire des prédictions, de créer des outputs, disons, qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux qu'obtiendrait un être humain entraîné, voilà, avec un cerveau entraîné.
Donc ça, c'est une première série de réponses. En fait, voilà, l'IA, c'est aussi un concept très, très ancien, en fait. Hein. C'est une philosophie puissante, moderne, qui a quelque chose à voir avec la science, qui a quelque chose à voir avec la modernité politique. Voilà, avec la cybernétique, ça c'est quand même, pour ceux qui se sont intéressés, disons, ils connaissent ce moment cybernétique, là, qui est contingent de la naissance de l'informatique. Voilà, donc je ne vais pas trop dévoiler, mais l'IA, en effet, pour un entrepreneur, c'est d'abord une opportunité de business, hein, et puis pour la société, il y a une sorte de paradoxe, de contradiction, c'est qu'on a l'impression, pour la société, c'est pour être une menace. Alors, pourquoi on a un entrepreneur qui dit c'est de la valeur business, et une société qui se dit mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Voilà, Loïc, je pense tu as aussi quelque chose à dire sur le sujet. Oui, bien sûr, c'est intéressant parce que je veux dire quelque chose qui est assez différent, je pense. C'est tout l'intérêt d'échanger. Ah oui, on fait exprès. Voilà. Moi, j'avais commencé par dire, aujourd'hui, je pense que si je pose la question à toutes les personnes qui sont connectées sur c'est quoi l'IA, chacun aura sa définition. Donc, je pense que c'est important de donner sa propre définition, ce que tu viens de faire. Et pour moi, l'IA, c'est une technologie qui va traiter une énorme quantité d'informations, qui va utiliser cette information pour prendre une décision et servir un objectif. Très globalement, très concrètement, je suis une banque, un client vient me demander un prêt immobilier. Moi, mon objectif en tant que banque est de minimiser ma perte ou en tout cas de la dérisquer ou de maximiser mon bénéfice. Donc, je vais prendre la décision est-ce que j'accorde ce prêt ou pas et je vais utiliser un maximum de données. Donc, par exemple, l'historique des transactions passées de ce client pour prendre cette décision-là. Donc, ça, pour moi, c'est l'IA, c'est pas plus que ça. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que dans l'IA, il y a un terme que j'aime pas beaucoup. Donc, il y a intelligence artificielle, il y a le mot intelligence. Je trouve que c'est assez confusant. Et d'ailleurs, je lis beaucoup d'articles sur ce sujet-là depuis pas mal d'années, parce que finalement, c'est quoi l'intelligence? Est-ce qu'il existe une définition universelle du mot intelligence? À mon sens, non. Donc, c'est quelque chose qui est confusant. Moi, je préfère parler de cognition artificielle, parce que finalement, c'est une technologie qui simule des processus cognitifs qui sont très spécialisés dans un contexte très spécialisé aussi. La chose que je voulais rajouter, c'est il y a ce que tu disais, la cybernétique. Alors, forcément, quand on parle d'IA, il y a tout un imaginaire derrière qui est nourri par de la science-fiction. Je pense à Terminator, évidemment, Skynet, etc. Mais il n'y a pas de magie. En fait, l'IA, aujourd'hui, il n'y a pas de magie. Il y a des données qui sont données par des humains pour créer des modèles. Et donc, en entrée, il y a des humains. En sortie, il y a des humains aussi, on en parlera plus tard. Et je terminerai sur une dernière notion. Il y a différents types d'IA. Aujourd'hui, on peut faire une classification. Grosso modo, il y a ce qu'on appelle l'IA faible ou étroite ou spécialisée. Il y a l'IA forte ou généraliste. Et après, il y a la super IA, Skynet, etc., dont je ne parlerai pas. Aujourd'hui, pour être très clair, on en est à l'IA faible ou spécialisée, c'est-à-dire une IA qui va surperformer dans un contexte donné. Par exemple, générer des images, générer du texte, jouer au jeu de Go. Et je parle du jeu de Go parce qu'il y a un exemple extrêmement connu, mais j'en parle quand même au cas où, pour rafraîchir les mémoires à minima. Donc en 2016, donc il y a une start-up anglaise qui s'appelle DeepMind qui a été rachetée par Google, qui a affronté le champion du monde du jeu de Go. Alors avant ce match, tous les spécialistes avaient fait des prédictions sur le fait que la machine allait perdre, qu'il faudrait au moins 15 ans pour que la machine gagne, etc. Finalement, la machine a gagné. Parce qu'il y a des nouvelles techniques qui ont été utilisées. Donc AlphaGo, c'est donc l'algorithme. On lui a donné en entrée, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des humains qui ont donné en entrée 30 millions de mouvements joués par des joueurs pros pour nourrir cette intelligence. Et la nouveauté également dans ce processus de modélisation de cette cognition artificielle, je vais plutôt dire, c'est que c'est ainsi que la machine a joué contre elle-même des centaines, des milliers de parties, etc., pour être de plus en plus performante. Ce qui est intéressant, et moi en tout cas c'est ce que je retiens en 2022, donc 6 ans plus tard, c'est qu'il y a un effet marquant, c'est qu'il y a eu un mouvement qui a été qualifié d'inhumain et que j'ai lu des choses sur ce qu'ils appellent l'intuition artificielle. Donc je crois que c'était pendant la seconde partie, il y a un mouvement qui a été fait qui était tellement inattendu que Lee Sedol, donc le champion coréen, il est sorti de la pièce pendant un quart d'heure pour s'en remettre, tellement il était décontenancé. Et donc il y a eu une analyse a posteriori faite par les ingénieurs de DeepMind qui ont essayé de comprendre pourquoi la machine a fait ce mouvement, parce que personne ne comprenait le lien en fait.
Donc la machine avait calculé la probabilité qu'un joueur humain fasse ce mouvement. Cette probabilité, je crois qu'elle était inférieure à 1 sur 10 000, et du coup, elle a joué ce coup-là pour surprendre. Mais encore une fois, je fais exprès de répéter plein de choses. C'est pas de la magie. Et AlphaGo est super fort là-dedans. Mais AlphaGo, si je lui demande autre chose, il est super nul. Parce qu'AlphaGo, pour transposer son savoir sur un autre domaine, il doit tout désapprendre. Alors, je vais rajouter une dernière chose et j'arrêterai là. J'ai lu il y a quelques mois une évolution qui semble assez intéressante, toujours de DeepMind, qui a présenté un nouveau modèle qu'elle a appelé un peu généraliste, donc qui s'appelle Gato, G-A-T-O. Il n'est pas aussi performant que des AlphaGo sur un jeu de Go, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi performant que les modèles spécialisés. En revanche, il est capable de faire plus de 600 tâches différentes. Il est capable de jouer à un jeu vidéo, il est capable d'étiqueter des images, il est capable de discuter, il est capable d'empiler des blocs avec un bras robotique. Donc, c'est un peu les prémices pour moi de la généralisation de l'intelligence artificielle. J'ai Arnaud qui rebondit en disant est-ce que c'est pas une erreur de traduction en fait quand on parle d'intelligence artificielle, parce que c'est intelligence en anglais, c'est plutôt renseignement, Oui. puisque c'est un concept qui peut s'appliquer plus en termes de développement de logiciels et d'algorithmes. Alors, en effet, là, c'est devient très intéressant. Donc, merci Loïc, parce que tu as dit des tas de choses, effectivement, qui posent un peu, disons, les différents, un peu le paysage. Mais il y a là, il faut rentrer dans le détail, justement, pour répondre à cette très bonne question. C'est que, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que de l'informatique. Soyons clairs. Donc, Oui. et l'informatique, c'est une machine à calculer le langage formel. Voilà, donc, des inputs, des maths, et puis, tu sors des outputs, ça peut être des images, ça peut être autre chose. Donc, la conscience, l'intuition artificielle, évidemment, c'est manière de parler parce que simplement c'est dans des espaces de statistiques, tout d'un coup il y a dans un nuage de points, tu as un point un peu plus loin. Bon, mais alors moi mais il y a un vrai défi de comprendre à quoi nous avons affaire. Et ça c'est clair parce que sinon, si on pense que c'est un objet, eh ben on va essayer, et en particulier avec le droit, avec l'éthique, de penser les caractères propres de l'objet. Une voiture, le juriste dit c'est un véhicule terrestre à moteur, ça roule, ça vole pas, puis après il met ses règles de droit. Et moi je dis, si on pense que l'informatique c'est un objet, on va se tromper complètement. Parce que, alors, je reviens sur les anges. J'ai fait un peu de recherches dans la littérature du Moyen-Âge, mais même avant ça. On parle des anges. Les anges, ils ont la pure intellection. Ils sont intellectuels non rationnels. Et ça rejoint ce que tu dis, Loïc. C'est-à-dire que les anges, vu qu'ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas on peut appeler en philosophie le Dasein, ils ne sont pas ici et là, mais c'est comme une IA. Ils sont un agent numérique, il est dans le cloud là-bas, sur le réseau là, et puis c'est de l'information, c'est de l'électricité à la fin. Donc, l'ange peut parler à l'infini, suivre la preuve contrefactuelle, faire des tests statistiques, voilà, ça ne le gêne pas, parce qu'il n'a pas de nature propre. Vous voyez, moi, si je veux traverser la rue et qu'on me donne une très bonne prédiction de survie, 99,9%, je ne vais quand même pas traverser à l'aveugle parce que moi, je ne vais pas essayer 100 000 fois en ayant envie de survivre la plupart du temps. Je vais essayer une fois. Donc, du coup, moi, l'information statistique, vu que moi, j'ai le Dasein, je suis là et c'est pas autre part, j'ai qu'une chance de bien faire. Donc, je vais regarder quand même si une voiture arrive. L'IA, en effet, va calculer, 99%, j'y vais parce que de toute façon, je peux pas mourir. C'est comme l'ange, vous voyez. Et donc, on a beaucoup de connaissances accumulées, enfin de réflexions accumulées depuis des siècles, en fait, sur cette situation qui se présente. Parce qu'elle n'arrive pas comme ça. Les gens faisaient des maths, pof, ils ont trouvé l'informatique, hop, maintenant on a des IA. Non, ça vient de plus loin, c'est puissant. On le voit dans les récits. Moi, je travaille sur le Faust de Goethe, j'ai travaillé avec des collègues aussi, on se renseigne. La cybernétique, c'est une philosophie qu'on ne va pas évoquer ce soir. On n'est pas dans une conférence de philo, mais qui est intéressante à considérer. Ça a quelque chose à voir avec la révolution scientifique, ça a quelque chose à voir avec une sorte de nouveau truc qui se passe au XVIIe siècle, quand les juristes veulent faire des maths, et ça j'explique dans le bouquin qu'on a cité tout à l'heure, voilà. Quand ils disent il faut très bien expliquer les commandements, il faut qu'ils sait très bien les formuler les commandements, il faut qu'ils soient déductibles, systémiques, qu'ils parlent les uns des autres, il faut qu'ils soient très bien obéis. Ça, c'est Léviathan, Hobbes, Leibniz et tout ça. Mais en fait, en gros, à partir du XVIIe siècle, on commence à parler de programmation logicielle, vous voyez. Donc, en effet, Loïc, moi, je te rejoins, mais je dis que c'est vraiment très important ce que tu as dit sur c'est pas une intelligence, au sens nous avons l'intelligence contextuelle. Vu que nous sommes rationnels parce que nous avons qu'une chance de bien faire, nous n'avons pas le luxe de la pure intellection qui est, disons, la caractéristique de l'ange ou de l'agent numérique.
je dirais, ni le luxe ni la capacité. Je veux dire, j'ai pas la capacité dans un, je sais pas combien de temps AlphaGo a joué de parties contre lui-même, là, les milliers et les milliers. Humainement, j'ai pas la capacité de jouer des milliers et des milliers de fois contre moi, je sais pas, sur une journée. Il y a aussi cette question-là. Ouais, tu vas t'ennuyer. Et puis, t'es pas branché sur le réseau électrique mondial. Et tu peux pas faire des milliers d'itérations, effectivement, parce que ton cerveau se fatigue. Toi, tu as ton petit déjeuner du matin, et puis c'est ça qui te fait ton énergie de la journée pour reconfigurer ton cerveau pour produire, disons, de la pensée, quoi. Sylvain, tu voulais poser une autre question? Bien, en fait, on va recadrer un peu sur la partie RSE pour revenir quand même un peu dans le monde de l'entreprise après cette petite digression. Aujourd'hui, les IA comment on les intègre dans les processus métiers d'entreprise? Quel est le mode d'intégration qui est arrivé? Est-ce qu'on va sur l'IA faible ou est-ce que on commence vraiment à avoir des IA qui sont compliquées et qui sont complètement intégrées sans avoir d'effet de transparence par rapport à notre fonctionnement d'employés ou d'intervenants ou de stakeholders pour une entreprise? C'est pour qui? Pour celui qui veut. Si tu veux, je peux commencer. La question que tu poses aussi, c'est finalement, ça sert à quoi? C'est quoi la valeur pour une entreprise de l'IA? On en fait quoi concrètement? Et après, il y a forcément la question, on en fait quoi concrètement et comment on le fait, quoi. Pour moi, il y a le pourquoi qu'on a un petit peu abordé là, il y a le quoi, il y a le comment. Et autrement. Pour moi, la valeur, donc le quoi, elle est assez simple. C'est grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire des prédictions plus vite, mieux et pour moins cher. Et donc ça impacte plein de pans d'activité d'une entreprise. Ça va impacter, par exemple, la gestion des stocks, la détection de fraude, la prévision de la demande client. Il y a des robots de trading haute fréquence, etc. Pour autant, l'IA, comme je l'ai dit auparavant, sans données, c'est une coquille vide. Et on l'a bien vu pendant le Covid-19. Il y a des entreprises qu'on appelle un peu des champions IA qui sont AI-centered, c'est-à-dire qu'elles ont l'intelligence artificielle au centre du cœur de l'activité de l'entreprise. Donc Amazon, par exemple, qu'on connaît tous, elle a plein d'algos, et donc elle a son ranking, son top 10, et du jour au lendemain, avec l'arrivée du Covid-19, son top 10 il a complètement été cassé. Et donc, tous les petits algos derrière, tous les systèmes d'intelligence artificielle qui, justement, prévoient les demandes, gèrent du stock, gèrent le market, etc., ils ont bien grincé des dents. Parce que ils avaient été entraînés sur des données liées à des comportements que nous, on a en ligne. Et nos comportements en ligne, ils ont complètement changé du jour au lendemain. Donc, je dirais que quand on est un Amazon, c'est gênant, mais c'est pas si grave parce qu'ils ont toutes les capacités derrière à revoir leurs modèles, à remettre en place des nouveaux modèles, à s'adapter. Quand on n'est pas Amazon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, moi, il y a une question aussi de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose que je vais aborder tout à l'heure, les algorithmes, ils sont impactés par des comportements humains qui changent, mais les comportements humains en ligne, ils sont impactés par les algorithmes. Donc ça, c'est une idée que je voudrais développer tout à l'heure. Après, si vous voulez, je vais te laisser la parole à Arnaud. Merci. J'ai déjà en réponse en dialogue parce que, en fait, moi, c'est marrant, je suis toujours à peu près d'accord avec toi et j'ai juste envie, sur des détails, de remettre un peu de discussion. C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, je fais une proposition, c'est qu'on arrête de parler d'algorithmes. Parce que, où est-ce qu'ils sont? C'est-à-dire, où sont les algorithmes? Alors, oui, ils sont au tableau, donc dans le labo, ouais. Mais après, on les encode. Et je veux dire, et le code, bon, après, parfois, c'est des boîtes, c'est du standalone, on reprend l'objet, c'est dans un dispositif, dans un artefact, et puis on ne bouge pas. Et là, quand je lis le code, je peux reconnaître l'algorithme. Bon, je sais pas. Mais pour moi, l'algorithme, c'est une manière de dire le raisonnement le raisonnement, oui, la procédure que va suivre le code. Et après, donc je repars, l'IA, pour moi, c'est rien d'autre que de l'informatique. C'est du code, c'est-à-dire, c'est des commandes de langage qui sont, et il y en a beaucoup. Et puis, il faut le faire interopérer. Et moi, sur Amazon, c'est très intéressant parce que, effectivement, on dit les algorithmes de ranking des produits d'Amazon. C'est très bien. Mais Amazon, ils ont aussi un back-office. Et ils ont leur système d'information intégré avec tous leurs fournisseurs. Et là, c'est pas une IA qui, comme un petit magicien, fixe les bugs. Là, le programme logiciel, il se règle pas tout seul. Donc, on a des dizaines, des centaines, en fait, c'est des milliers
d'ingénieurs, de gens techniciens qui refont tomber en marche le système très très complexe pour peut-être que tout en haut, la cerise sur le gâteau, l'algorithme de ranking puisse faire son travail. Et là, je ne parle que de la partie de tous les process intégrés informatisés qui servent le ranking et le site web. Mais évidemment, il y a tout le reste, le RP, les bases de données, les trucs, tout ce qu'on veut. Et donc, tout ça, c'est encore un système d'information éclaté, extraordinaire. Donc, pour finir dans ma réponse, c'était une très bonne question, Sylvain, mais on avait parlé avant, on s'est fait exprès, mais c'est que le business process, pour moi, c'est tout. C'est-à-dire que l'IA, alors, il y a un moment très fragile où on fait de l'IA, c'est que j'ai cette méthode, cet algorithme d'IA, tac, je vais coder. Donc là, hop, l'IA, il n'est plus là, l'algorithme, il a disparu, j'ai du code. Et le code, c'est des commandes, c'est du process, c'est du process, c'est du workflow, soit informatisé, soit parfois je rends la main à un humain qui va faire un truc qui va retourner dans le système d'information son output. Et donc pour moi, l'IA, c'est un très fragile moment de conception, d'inception, etc. Et après, je bascule dans du process, dans du business process. Et même pour le Go, je dirais, c'est un logiciel à jouer au Go. Alors oui, il a été conçu dans des algorithmes qu'on peut appeler de la famille de l'IA, si on veut absolument que le gars qui a fait de l'IA, il puisse mettre sur son CV, j'ai fait le gars. Mais en vrai, c'est du code spécialisé sur des tâches. Et quand on dit il y a une IA semi-généraliste, quand tu as dit, je veux dire, oui, c'est maintenant expliquer les choses, mais c'est quand même contestable parce que. J'ai pas été jusqu'à dire qu'elle était voilà, j'ai fait exprès de. Moins spécialisé. Voilà, non, tu as raison. Je caricaturais ce que tu as dit. Parce que justement, tu t'es distancé de l'IA. Tu n'as même pas évoqué l'IA forte, puisque pour nous, on connaît le truc, on sait très bien que ça n'existe pas, sauf dans un monde à énergie infinie et temps infini pour l'encoder. Donc on n'en parle pas, puisqu'on n'est pas dans ce monde-là. Et donc, disons, l'IA un peu généraliste, au moins spécialisé que complètement faible, qui fait pas que du Go, qui fait du Go et d'autres trucs. En fait, c'est un programme, pour moi, c'est un programme informatique qui a plusieurs features. Il joue aux échecs. Et comme ma fille, elle joue à ce jeu social, à ce jeu vidéo, voilà. Et en effet, le petit bonhomme, il peut aller faire du tennis, aller jeter des vêtements. Et voilà, c'est des features. Et je pense que Google, ils ont un programme qui a plusieurs features. Voilà. Mais c'est discutable, bien sûr. Mais je pense qu'on y voit plus clair sur certains sujets si on revient sur le process, le business process. C'est ça qu'on voulait faire dans la conférence. C'était pas dire on a l'IA, c'est un objet et quelqu'un faut se positionner par rapport à ça. Non, l'IA, c'est un moment et boum, ça nous donne des nouveaux business process. Et il faut qu'ils soient rationnels, qui fassent gagner de l'argent et qui détruisent pas, qui brûlent pas des montagnes de charbon pour être calculés. Voilà, j'arrête là. J'anticipe peut-être. Et justement pour revenir sur le côté processus, process, algorithme quelque part, c'est le processus étant qu'un algorithme à l'échelle de l'entreprise. José nous demande pour vous quel va être l'impact sur l'emploi de l'arrivée d'IA dans le secteur tertiaire d'ici 10 ans. Où est-ce que vous voyez où ça sera je pense que c'est très important que Loïc réponde. Moi, je donne une petite réponse vraiment réfléchie. Je le double comme ça. Là, moi, je dis il y aura besoin de beaucoup d'informaticiens pour réparer. Parce que l'IA, c'est plus de code. Parce que c'est du code généré semi-aléatoirement, donc il faut après l'intégrer, le réparer, le débugger, le faire interopérer. Et donc, pour moi, l'IA, c'est une très bonne nouvelle pour les informaticiens parce que c'est beaucoup plus de code, il faut beaucoup plus d'informaticiens. Mais c'est ce ne sont pas que des informaticiens. Il y a aussi d'autres fonctions à côté qui doivent appréhender et qui doivent être intégrées et qui vont interagir avec des Alors, oui, dans le business process se déploie. Je sais pas si vous remarquez que nous vivons dans un monde de plus en plus bureaucratique. J'ai appelé ça le règne des machines à gouverner. Voilà. Bon, mais en tout cas, on est dans un monde où il faut toujours cocher des trucs, se conformer à quelque chose, remplir un input, recevoir un output, bien le traiter, etc. Bon, informatique ou pas, d'ailleurs. Donc oui, il y a des gens, ça c'est pas nouveau. C'est que vu qu'on rajoute toujours des procédures, informatisées ou pas, nous, faut qu'on, au lieu de bosser, je pense à l'hôpital, à l'école, etc., au lieu de bosser, les gens, ils s'occupent des procédures. Donc oui, ça a un impact sur le travail. Ça, mais ça, c'est pas nouveau. Ça m'inspire plein de choses. La première, ça m'inspire je crois, un credo qui traîne à la Silicon Valley, qui est de dire, dans le domaine des prédictions, on a toujours tendance à surestimer les prédictions à 10 ans et à complètement sous-estimer à 20 ans. Donc, bien malin et la personne qui saura dire quel impact à 10 ans sur le secteur tertiaire. D'ailleurs, il y a plein d'études. Quand je dis bien malin, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a une dizaine d'années, je trouvais plein de cabinets de conseils en strat,
des études McKinsey, Capgemini, enfin, il y a plein d'études dans tous les sens qui annoncent moins 70% de travail, même par typologie de travail. Après, ce que je trouve intéressant, c'est celle qui faisait la part entre le travail et les tâches, c'est-à-dire on ne va pas supprimer d'emploi. D'ailleurs, pas de travail, j'aime pas le mot travail, je préfère parler d'emploi, parce que pour moi, emploi et travail, c'est pas exactement pareil. Dans l'emploi, plutôt que de dire on va supprimer des emplois, peut-être que 10% de cet emploi-là qui est lié du traitement de demandes clients en service après-vente, on peut l'automatiser. Donc, ça va libérer ces 10%-là. On ne va pas perdre l'emploi, mais on fera autre chose. Donc, il y a une transformation qui se fait progressive. Ça m'emmène sur le second point, qui est lié à des conversations que j'avais avec des collègues, on va dire qui remontent à 3 ans, data scientists ou développeurs en machine learning et compagnie, qui me disaient moi, je travaille dans des entreprises et en gros, je travaille surtout sur des POC, des expérimentations, et à l'échelle, franchement, je vois pas grand-chose à l'échelle. Parce que on a parlé d'IA, comme tu disais, Arnaud, il y a l'IA, magie, machin, mais avant l'IA, c'est tout un package, en fait. Il y a c'est quoi ma stratégie d'acquisition des données. Il y a, une fois que j'ai acquis mes données, comment je les centralise. Il faut que je les normalise, il faut que je les indexe. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un petit bureau avec mes petits tiroirs où je vais avoir mes données bien rangées, que je vais utiliser pour pouvoir nourrir mon IA, sinon ça marche pas bien. Il y a des procédures de contrôle, de respect de la législation, des données qui peuvent être privées. Il y a des procédures qui sont automatisées. Et surtout, il y a, ce que tu disais, je pense, Arnaud, besoin d'une expertise sur le sens de la donnée. La valeur de la donnée, elle n'a du sens que si elle a un sens qui est business ou un sens client. Et c'est ça la problématique, à mon très sens. Important, ouais, tout à fait. Et alors après, je sais pas si c'est le bon moment, mais je pensais partager de façon un petit peu plus concrète des démarches auxquelles moi je participais sur la mise en place d'agents conversationnels, puisque ça, c'est des choses qu'on connaît assez bien aujourd'hui et des use cases qu'on connaît assez bien, notamment ça fait le lien avec les services, tout ce qui est chatbot et compagnie. Donc, il se trouve que donc quand j'ai commencé ma carrière chez Capgemini, donc j'ai travaillé sur des IA. Je fais la grimace, j'aime pas trop dire ça, conversationnel, parce que en fait, j'ai pensé en discutant avec Sylvain et Arnaud, pour être honnête, parce que pour moi, on parlait pas du tout d'IA à l'époque. D'ailleurs, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, j'ai pas eu de cours en IA, c'était du domaine de la recherche. Et donc, globalement, c'était des projets que j'ai fait pour des grosses boîtes du CAC 40, donc dans l'assurance, je ne dirais pas forcément les noms, c'est plutôt l'assurance et la banque qui étaient précurseurs. Donc, c'est des projets d'1 an. Et l'objectif, il était de supprimer dans les parcours clients oraux un maximum de friction. C'est-à-dire que moi, je suis client, je suis Luc Bardon, je vais appeler mon assureur pour lui dire que j'ai un sinistre avec ma voiture, que je viens d'avoir un accident. Je veux juste avoir très vite quelqu'un qui va me prendre, qui va dire « Ok, on s'occupe de tout, monsieur, votre dossier, machin, ça va vous rembourser tant, etc. » Moi, je veux ça. Je ne veux pas savoir que quand j'appelle, je vais avoir Arnaud qui va dire « Ah non, désolé, ce n'est pas mon service. » Après, je vais avoir Sylvain qui va dire « Attendez, oui, je ne retrouve pas votre dossier, ça, je m'en fiche. » Et donc, pour faire ça, on va utiliser de l'intelligence artificielle. Et donc, l'objectif, il était de faire le lien entre la sémantique du client, c'est-à-dire la phrase que je viens d'exprimer, au téléphone, « Bonjour, je suis Luc Bardon, j'ai eu un accident de voiture, je voudrais me faire rembourser, etc. » Et je l'envoie tout de suite à quelqu'un qui sait répondre. Donc, pour faire ça, pas de magie, il y a une démarche. Il y avait une démarche il y a presque 15 ans. C'est une démarche qui est longue, c'est une démarche qui dure 1 an. Ça rejoint ce que tu disais, Arnaud, c'est pas un truc qui est tombé du canon comme ça. C'est-à-dire que déjà, donc moi j'étais consultant, il faut comprendre l'activité. Donc ça, c'est une démarche assez classique de conseil. Ensuite, il y a une modélisation du parcours. C'est-à-dire, je dois comprendre quels sont ce que je vais appeler des concepts clients, donc toutes les raisons pour lesquelles un client peut appeler. Qu'est-ce que je mets comme concept business en face pour faire un mapping, dire le client Luc Bardon appelle pour ça, c'est l'entité A ou l'entité B, etc. Et on fait un mapping. Après avoir fait ce mapping, je vais faire l'ergonomie du service, c'est-à-dire tout ce que va entendre le client, donc finalement un arbre décisionnel, tous les cas possibles et imaginables avec tous les messages que pourrait attendre le client. Parce que si moi j'appelle et je dis juste j'appelle pour ma voiture, il se trouve qu'il y a une entité qui va gérer pour les accidents de voiture, la déclaration du sinistre, une entité qui va gérer, après la déclaration, on suit le sinistre. J'ai déclaré il y a 6 mois, il se passe quoi? C'est une autre entité. Mais moi, client, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'entreprise, elle a besoin de t'envoyer vers le bon endroit. Et suite à ça,
on crée ce qu'on appelle un corpus. Donc là, on va collecter 50 000 phrases exprimées comme je viens de le faire. On va collecter 50 000 de mon client et on va faire un travail extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant, en revanche, c'est que de l'humain. C'est-à-dire qu'on capte ce que disent les clients. Alors aujourd'hui, je pense qu'on pourrait automatiser. Certainement que ça se fait comme ça. On avait des petits bonhommes d'ailleurs sur leur clavier qui retranscrivaient toute la phrase dans un Excel. Ensuite, il y avait avec le client, je prenais les 5000 premières phrases et je disais, cette phrase, c'est ce concept métier-là. Tac, 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 et ça me fait mon premier modèle. Ensuite, deuxième phase, j'ai un échantillon. Deuxième phase, maintenant, je vais collecter 20 000 phrases supplémentaires. Et on va continuer à faire ces retranscriptions, étiquetage, avec, en plus, petite précision, des humains derrière. C'est-à-dire qu'au début, mon moteur, il est nul. Au début, mon moteur, il n'est pas bon. Comme il n'est pas bon, ce qui était prévu, c'est que donc Loïc appelle le service. Bonjour, j'appelle pour un sinistre. Tac, la machine dit, oh, score 60%, je ne suis pas sûr de ce que veut Loïc. Je l'envoie vite vers un assistant humain qui va juste écouter et que j'ai formé en amont, qui va appuyer sur la touche, ah bah c'est concept machin. Donc Loïc, c'est juste un tout petit peu plus long, mais on l'envoie vers le bon service. Et donc on fait ça comme ça pour 50 000 phrases et ça dure assez longtemps. Parce qu'on ne fait pas tout d'un coup, il y a la saisonnalité, les produits ne sont pas toujours les mêmes, etc. Donc ça, c'est une démarche très concrète que j'ai faite plusieurs fois, remonter un peu de temps, et il y a beaucoup de travail derrière. Et après, il y a des freins, et je terminerai là-dessus, parce que j'ai beaucoup monopolisé la parole, pardon. Il y a des freins beaucoup plus, qui sont aussi très concrets, que j'ai rencontrés plus récemment. J'ai travaillé aussi pour une banque, il y a 5-6 ans, qui se posait la question de mettre un chatbot. Non, c'était un peu plus vieux que ça, pardon, c'était en 2014. Un chatbot. Et à l'époque, il se posait la question de Watson. Tout le monde connaît de chez IBM. Mais à l'époque, Franc, Watson ne parlait pas français. Il y a des petites choses bêtes aussi, des fois, comme ça. C'est vrai. Un autre, et je terminerai là-dessus, un autre exemple aussi assez bébête. Une banque qui veut mettre un chatbot. Sauf que pour plugger ce chatbot au système IT, il fallait que le chatbot il ait un ID. Donc en fait, il soit comme une personne physique dans le système informatique. Donc il fallait mettre à jour l'annuaire et faire que ce chatbot il soit dans l'annuaire RH. Mais RH n'ont pas voulu, du coup il n'a pas été fait le chatbot. Mais merci Loïc, parce que je trouve que ce que tu dis, c'est des projets d'IA. Après, aujourd'hui, tu as raison, il y a des process qui sont automatisés, le process mining, là, que tu branches un robot, avec des logs, Plum, ça te propose des business flows. Mais après, on va pouvoir passer à la RSE. Parce que je pense, moi, j'aimerais bien proposer une conclusion intermédiaire sur cette question du process, du business process, parce qu'après, on veut élargir sur la RSE, la valeur autour de l'entreprise, d'accord? Mais pour moi, ce que tu as raconté, donc, c'est du vrai, puisque c'est du projet de transformation pour mettre ce qu'on appelle de l'IA, soit des moteurs de règles, soit après des moteurs plus statistiques, mais c'est un peu pareil. Et c'est vrai que le chatbot, il fait ça. Maintenant, il attend plus telle phrase exactement. Il va chercher dans des espaces sémantiques, tout ce qui ressort, tout ce qui est un peu dans le nuage de points pas loin. Il dit ça, c'est des synonymes, et je te oriente vers la bonne réponse. Donc là, tu as raison de dire ça. Mais pour moi, si on regarde le plus long terme, on prend du recul, je reconnais l'histoire, la longue histoire des machines à gouverner, c'est-à-dire de la loi de résolution. C'est-à-dire, je veux des règles générales qu'il va falloir appliquer progressivement. Donc d'abord, je vais mettre quelqu'un que je vais très bien former à dire, soit c'est le cas A, tu fais ça, soit c'est le cas B, tu fais ça. Et puis quand j'ai l'informatique, je dis, tu peux partir parce que un ordinateur peut le faire. Mais ça, c'est historique. Tous les métiers, finalement, ont ce truc-là. Il y a une montée dans toute la société de la procéduralisation, de la bureaucratie. Pour moi, l'IA, c'est l'informatique. L'informatique, c'est de la bureaucratie, juste un peu plus rapide avec de l'électricité, quoi. Et je trouve que tu as très bien expliqué quelques cas d'usage intéressants. Et maintenant, je ne sais pas si Sylvain veut nous poser une question sur la RSE. Sur la RSE, on a entendu il y a quelques semaines de cela qu'il y avait une société chinoise qui avait nommé en tant que CEO d'une de ses filiales une IA en fait. Ouais. Donc, c'est un changement majeur de gouvernance, puisque là, la gouvernance de l'entreprise est donnée à une machine, entre guillemets. Je ne sais pas encore comment ça va s'implémenter et qu'est-ce qui va t'en sortir, mais d'après vous, c'est le futur. Alors, Sylvain, je pense que c'est plutôt là tu veux nous taquiner parce que en fait, dans la mesure où l'entreprise n'est qu'un business process informatisé, tu peux très bien prendre des bouts de ce business process, dire que c'est un agent numérique qu'on va appeler IA,
tu mets un GUI devant avec un robot qui parle, et puis voilà, et puis tu peux même lui mettre un bras articulé qui signe des contrats si tu veux. Mais ça n'existe, encore une fois, l'IA, c'est de l'informatique, c'est de la bureaucratie, c'est des machines à calculer le langage formel. Donc oui, si ton entreprise est un process électronique intégré, tu peux prendre des bouts, appeler ça IA et mettre une femme robot qui est PDGR. Mais c'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. C'est-à-dire, qui va allumer le robot le matin? C'est-à-dire, si jamais moi je suis un client, j'arrive, hein, qu'est-ce qu'elle va faire la femme robot, la PDG robot? Elle va m'ouvrir la porte, elle va me dire je vais vous présenter mon comptable. Mais non, parce que personne n'a pensé à programmer ça. Ça reste du programme informatique. Alors, si on passe des millions d'heures à le programmer, on va prévoir plein de cas. Et oui, ça peut faire de la magie. Parce qu'on voit, elle fait tout. Mais en fait, elle fait tout parce qu'on a passé des millions d'heures à prévoir tous les cas et puis à faire varier, bien sûr, parfois des. Enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord, mais pour moi, là, on est quand même encore loin du RSE. On est dans un business process informatisé, quoi. Si, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je me demande si la question elle portait pas tant sur la réalité que sur le symbole. Je ne sais pas si c'était plus ça ta question. C'est la RSE, ouais. Il y a aussi une partie symbolique à dire on n'est plus dirigé. Alors, une personne qui nous dirige, mais c'est une machine en fait. J'enchaîne sur la RSE, puisque quand même, c'est vrai, tu as raison, il y a une dimension. C'est que l'IA, c'est une machine à calculer du langage formel, n'a pas une idée sur les avantages et les inconvénients. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ange. Il n'a pas, vu qu'il n'a pas de circonstances, il est partout et nulle part et il n'a pas d'inconvénients. Voilà. Donc, il n'a pas une opinion comme moi et comme vous sur si je fais bien, c'est mieux. C'est-à-dire, dans la vie quotidienne, si je tape n'importe comment sur mon clavier, ça va faire juste une phrase qui ne veut rien dire. C'est pas bien. Je perds du temps. Voilà. Donc, je vais essayer de faire bien pour améliorer l'état du monde. Voilà. Et ça, c'est valable de toutes les situations de la vie. Si je fais n'importe quoi, d'une manière complètement irrationnelle ou en obéissant aveuglément à une loi que je ne comprends pas, comme un agent numérique qui ne fait qu'exécuter logiquement des lois qu'il ne comprend pas, je rentre dans le mur tout le temps. Donc, oui, là, la RSE, c'est que partout où on n'a pas des humains, donc dans toute la gouvernance machinique mondialement déployée, toutes les lois, tous les business process, toutes les procédures administratives d'entreprise et toute l'informatique, partout là, on n'a personne. Et là, on n'a pas quelqu'un qui peut prendre une décision. Nous n'avons pas la RSE parce que nous n'avons pas quelqu'un qui a un avis et qui peut faire bien. L'IA ne peut faire bien que par hasard. Vous voyez, la loi générale est parfois bonne à appliquer exactement, parfois mauvaise. Ça dépend complètement des cas. Donc, quand on a du bol, la loi générale décide bien. Quand on n'a pas de chance, elle nous provoque des inconvénients. Et si on se dit que la RSE, la visée de la RSE, c'est un meilleur état du monde, la question, c'est est-ce que dans nos entreprises, on a, aux endroits où il y a des décisions importantes pour améliorer l'état du monde, quelqu'un qui est bien informé, bien intentionné et qui peut bien faire. Et là, si c'est ça, et s'il est réussi, ça va mieux. Voilà. Mais dans tous les autres cas, on a des business process ou de l'IA, et là, la tartine tombe d'un côté ou de l'autre, je ne le sais pas, puisque j'applique des lois générales que je calcule et que j'exécute comme si j'étais un ange. Je suis un peu bavard, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Donc, non, tu n'es pas bavard. Attends, pour moi, c'est comme ça. Je serais bien mal placé pour dire ça, que j'ai monopolisé la parole juste avant. Non, je n'avais pas encore identifié cet exemple, Sylvain, pour être honnête. Mais il me rappelle des souvenirs sur plusieurs autres exemples. Je me souviens avoir lu, je pense que c'était en 2016 ou 2017, un fonds d'investissement, je ne sais pas s'il n'était pas hongkongais, qui du coup avait aussi nommé une IA. Il y a plein de petits exemples comme ça. Alors je me pose la question de est-ce qu'on doit les voir à chaque fois comme une nouvelle transgression, au même titre que j'avais fait un cours dans une école d'ingénieurs sur justement plutôt prospectif sur l'IA et j'aurais fait découvrir qu'il y avait c'était un robot qui venait d'avoir la nationalité, je crois que c'était saoudienne. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi, Arnaud, sur le fond, c'est-à-dire que le fond, on va dire technique, et pour moi, il n'y a pas de sérieux. Ça reste du business process automatisé. En revanche, je me pose toujours la question du symbole et j'ai pas de. Je suis dans le questionnement en fait. Je me demande quel impact ça, tu vois, sur l'imaginaire. Je saisis les histoires. Et je finirai là-dessus. Après, je te laisse répondre. Ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Je pense que les histoires structurent la pensée. Comme les mots structurent la pensée, les histoires structurent la pensée.
Et c'est pas anodin si aujourd'hui, quand on parle de super IA, on parle tout de Terminator Skynet. C'est parce que notre imaginaire, et du coup, l'imaginaire collectif, il a été nourri à ça. Donc, je me pose la question de l'impact de ce que vient de dire Sylvain sur notre imaginaire et du coup, de façon inconsciente sur ce qu'on va projeter. Super vrai, très très bien. C'est-à-dire que les symboles ont de l'importance. Et si je pense que là, je vais dire du mal. Enfin, je vais dire, on m'a raconté un bouquin. On m'a raconté le bouquin d'Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone. Oui. Mais je ne connais pas monsieur, et peut-être que c'est pas vrai ce qu'on m'a raconté dans le bouquin. Il paraît qu'il dit qu'il a des réunions toutes les journées de 7 minutes, ou à 13 minutes, quelque chose comme ça, et vraiment c'est de l'ordonnancement, c'est-à-dire si jamais une réunion s'annule, au lieu de la repousser, donc il a toujours deux jours de backlog devant lui, avec de vide, parce qu'il a les réunions de 7 minutes qui s'enchaînent, et toute la journée, donc évidemment, présentez-moi votre cas, 4 minutes, et il y a 2 options, A, B, A. Donc en fait, Emmanuel Faber, grand patron humaniste, stratège d'industrie, est en fait un robot. C'est-à-dire que je des inputs, et moi, A, B, B, A, mais je veux dire, il y a bien quand même parfois des sujets où je n'ai pas besoin un peu plus de 7 minutes. Donc, moi, ce que tu dis, c'est très intéressant sur l'histoire, sur l'histoire qu'on raconte, le symbole. C'est quand on commence à dire, ouais, moi, je peux mettre un PDG, mais pourquoi? Parce que mon entreprise est en fait, c'est de la magie, c'est une procédure, c'est un business process. D'ailleurs, une banque, c'est beaucoup son ERP. Hein. Alors, il y a des gens, moi, parfois, je vois, mais mon conseiller de clientèle, j'ai parfois l'impression qu'il décide pas grand. Enfin, il met des inputs sur mon dossier, il transforme ça un peu en. Mais de moins en moins, quoi. Il perd. Donc, il y en a des entreprises. Nos entreprises deviennent une machine à gouverner géante. Vous voyez, l'État, partout, ça. Alors, c'est super efficace, mais c'est angélique. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien dans un monde où j'ai des ressources infinies et je suis nulle part. Je n'ai pas un corps, je n'ai pas d'avantage, d'inconvénient. Donc, du coup, on peut computer, c'est OK. Et donc, pour moi, tu as bien raison de le dire. Si on dit les PDG peuvent être des robots, je reviens sur Emmanuel Faber, et inversement, c'est parce que nos entreprises sont devenues, je veux dire, pas la chèvrerie dans le Larzac, mais beaucoup de nos entreprises sont devenues des grands process intégrés électroniques, intégrés à l'extérieur d'ailleurs, etc., avec des gens aux interstices pour le réparer. Une machine à gouverner. Moi, je vois ça comme ça. Oui, alors je mettrai un petit peu de nuance. Ah, merci. Finalement, les entreprises, elles marchent beaucoup, elles marchent énormément en mode projet, et la majorité des projets qui échouent, je vous ferai pas l'affront de vous faire un Pareto à 80-20, donc je ne ferai pas de chiffres. Mais la majorité des projets qui échouent, il y en a quand même pas mal de transformations, notamment en transformation digitale, c'est le facteur humain en fait. Donc c'est pas juste du business process qu'on applique A ou B, parce qu'en fait derrière il y a une complexité qui est liée à la dimension humaine, qui fait que ça ne marche pas et que ça ne prend pas, parce que dans les projets de transformation, il y a plusieurs pans dans la transformation. Il y a aussi la dimension qui est culturelle. Il y a la conduite du changement, tout ça, c'est des choses que tout le monde connaît par cœur. Sans ça, c'est un échec. Donc, on peut pas. Donc, à mon sens, les entreprises, oui, forcément, on va vers plus d'automatisation, plus de business processing, mais la dimension humaine, elle reste aujourd'hui prépondérante, fondamentale, et elle peut être soit un énorme moteur, soit un énorme frein. Ah, mais je te rejoins, et oui, c'est le plus important. En fait, c'est la seule chose qui importe, parce que finalement, que l'IA se porte bien ou pas, elle le sait même pas. Elle calcule juste, on la débug. Bon, mais en effet, la question, il faut converger sur cette question-là. Pour la RSE, c'est ça la question. C'est, vu que c'est un très large système avec beaucoup de décisions locales en automatique, sur des critères de calculabilité et d'interopérabilité. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais beaucoup de nos choix informatiques, en fait, sont dictés par de la contingence technique. Tu as accès à telle librairie, là, tu n'as pas le droit, là, tu n'as pas le temps, là, tu débugs, tu fais du quick converter, tu reviens, tu remets un patch. Bon, on fait ce qu'on peut, le mieux possible, mais c'est pas, on n'est pas des mathématiciens impliqués qui avons des bons algorithmes à chaque fois. Non, mais tu as raison, il y a la dette technique, c'est un vrai sujet. Dès qu'on veut changer un truc dans la machine, on voit pas tout voilà. Et c'est pour ça qu'il y a de l'humain partout aussi. C'est parce que on est des réparateurs de la machine. Et si tu n'as pas les gens qui suivent, ça retombe, vu que ça tombe tendanciellement en panne de plus en plus, parce que plus c'est complexe, c'est une sorte de, je sais pas si on peut parler d'entropie, je sais pas quoi, c'est un truc, si tu remets pas de l'énergie humaine à chaque fois dans le système pour
c'est la notion d'information, informer, reformer tous ces process qui dérivent, qui tombent en panne. C'est pour ça que l'humain, c'est la collaboration en machine, quoi. Mais ce qui importe, c'est vrai que c'est beaucoup plus l'homme que la machine. Si on est tous morts, elle va continuer à compter. Alors peut-être pour faire la transition, on a André du Club Business Durable qui nous demande en quoi justement cette partie gestion de l'algorithme, ça va nous aider pour la partie RSE et ça va nous aider pour faire qu'on ait des entreprises qui soient plus socialement responsables et équitables pour tout le monde. Globalement, je pense qu'on est dans un nouveau timing. J'observe ça. Il y a dans la RSE, moi je mets aussi évidemment les enjeux liés à l'environnement, la diminution de la consommation énergétique, du gaspillage, etc. Et il se trouve que j'observe plusieurs choses dans plusieurs grosses entreprises dans différents secteurs, notamment par exemple chez Schneider Electric, qui est en train d'ouvrir, ou qui a ouvert un hub mondial d'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est de se dire que les bâtiments sont responsables de quasiment 50% des émissions, et comment on fait pour optimiser tout ça avec de l'automatisation, de la prédiction, du partage d'énergie, etc. Pour autant, sur ce domaine de l'énergie, moi je trouve que on est un peu dans un timing où le serpent se mord la queue. Pourquoi ? J'ai lu il y a quelques mois que d'ici 2030, des prédictions disaient que Internet en 2030 du coup allait consommer autant d'énergie que toute l'humanité en 2010. Donc, on est en train de vouloir mettre en place des technologies pour moins consommer, qui en fait vont engendrer plus de consommation. C'est pour ça que je disais que c'est le serpent qui se mord la queue. On a parlé de modèles d'intelligence artificielle. Il y en a qui sont très connus. Il y a pas mal de papiers qui sortent pour dénoncer l'empreinte carbone. Il y a l'entraînement de ces grands modèles. Je pense par exemple à GPT-3, qui est un modèle avec des milliards, plus de 100 milliards de paramètres, qui est un modèle qui est hallucinant, qui permet de traduire, de prendre des notes, d'écrire, etc. Mais il est décrié pour ça. Et le dernier point, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, et ça c'est documenté, ça. L'effet rebond, c'est en gros de dire qu'on améliore l'efficacité d'une ressource, du coup son prix diminue, du coup la demande augmente. Donc, pour une entreprise, c'est très simple. Si moi, je suis Schneider, je vends à une entreprise quelconque une prestation qui lui permet de diminuer de 15% sa consommation, donc elle va baisser ses dépenses d'exploitation de 15%, enfin, j'en sais rien, en tout cas, elle va dépenser moins, et du coup, elle va certainement investir pour produire plus. Donc, finalement, on diminue d'un côté et on augmente de l'autre. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la quadrature du cercle et j'ai pas de réponse, et je serais très intéressé de savoir comment calculer le bénéfice versus à chaque fois la compensation à côté. Mais l'effet rebond, en tout cas, est quelque chose qui est à ne pas négliger, parce que, encore une fois, c'est documenté, et donc je ne suis pas certain que ce qui est mis en place pour consommer moins soit finalement, au bout du bout, un plus. Ouais. Loïc, c'est hyper intéressant. En fait, il faudrait maintenant reprendre 1 heure pour parler de tout ça. Bon, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais là, franchement, je te pousserai la partie de mon bouquin sur l'effet rebond, si tu as un peu le temps. J'ai mes 3 pages où t'as mis ça, d'accord, je savais pas. J'essaye de démontrer qu'il n'existe pas, que c'est une illusion, parce qu'on ne voit pas les masses à gouverner. Donc, on fait comme si les causes étaient les inférences, comme si en fait on vivait déjà dans un compte ordinateur. Donc, on se dit, je prescris ça. Comment ça se fait que ça n'obéisse pas ? Oui, ça se fait que ça n'obéit pas parce que je suis pas dans un grand ordinateur. Donc, les gens ne connaissent pas la loi, parce que j'ai pas tout bien implémenté parfaitement selon le modèle, etc. Mais bon, je mets ça de côté. On n'a pas le temps d'en parler. Mais alors, tu dis, à mon avis, la quadrature du cercle, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, moi je dis, pour s'en sortir de ça, et sur ces questions de Sylvain, qu'est-ce qu'on faut faire ? Parce que tu vois très très clairement qu'en fait, quand je rajoute du code, même optimisé électriquement, en vrai, je rajoute de l'aide technique, donc je rajoute de l'énergie à la fin. Oui. L'énergie pour réparer. Donc en fait, j'augmente le nombre le kilo de charbon brûlé pour avoir de l'électricité. Donc, c'est pas en rajoutant du code optimisé électriquement que je diminue ma facture à la fin du mois sur la planète entière. Bon, ça, je suis d'accord aussi. La dernière chose, c'est que pour moi, une piste à suivre, c'est de pas continuer à faire l'erreur donc des juristes au Moyen-Âge qui, au XVIIe siècle, disons, je simplifie, qui ont confondu description et prescription. C'est-à-dire, le modèle de Sylvain, il est vachement intéressant pour comprendre, pour décrire. Dans un laboratoire, j'ai un modèle, quand je fais des calculs, j'ai un modèle, mais un laboratoire bien géré.
C'est-à-dire, les murs sont épais, j'ai un compteur EDF à l'entrée, je rentre, j'ai un modèle, je sais combien ça me coûte, je sais qu'il n'y a pas trop d'inconvénients. Je te donne, toi, le prescripteur, celui qui, soit tu es juriste, tu es informaticien, tu es chef d'entreprise que tu veux, je te donne le modèle. Mais après, je pense que c'est une erreur de dire, donne-moi le modèle, je vais l'instrumenter dans le monde réel. Parce que là, Je suis d'accord. tu fais comme si tu vivais dans un grand ordinateur en disant, de toute façon, toutes les variables sont sous contrôle, il suffit d'optimiser. Oui, mais dans la vraie vie, il y a ce qu'on appelle les externalités. Par exemple, dernière chose, c'est pas magique, le plan comptable qui détermine la structure financière de mon ERP, qui détermine mon bilan à la fin, il ne s'aligne pas sur la réalité de la nature par magie. C'est hyper fixe. Donc, en fait, moi, je fais des choix. Je suis rentable. Je ne suis pas rentable. Mais en fait, c'est complètement arbitraire d'avoir dit qu'on a le droit de transférer tel droit de propriété intellectuelle dans tel autre pays en le comptant à la mode de la Grande-Bretagne. Si tu veux, ça, c'est pas la nature qui s'arrange, ou c'est pas une main invisible gentille qui s'arrange pour que ça tombe du bon côté. Donc, bref, c'est un peu peut-être abstrait, mais moi, ce que je dis concrètement, c'est qu'il ne faut pas confondre la description et la prescription. Je suis un scientifique, j'ai des bons modèles, c'est très intéressant, mais c'est que des modèles, c'est la carte, c'est pas le territoire. Je suis un businessman, je suis un patron, je suis quelqu'un, je dois agir de manière avec d'autres critères qui ne sont pas ceux de la science. C'est bizarre, hein, mais je pense qu'il y a eu une erreur au XVIIe siècle, c'est quand les juristes ont voulu suivre la méthode des mathématiciens. Voilà. Et en finissant par inventer l'informatique. Pardon, je reviens toujours sur mon... Ça me rappelle ce que tu viens de dire. J'essaie de me souvenir en plus en détail, mais j'ai un peu de mal. Un article, justement, je crois que c'était Google qui avait créé un système d'intelligence artificielle pour faire pour accélérer finalement les processus de diagnostic en santé, qui fonctionnait ultra bien en laboratoire et qui voulait déployer dans des hôpitaux. Je crois que c'est pendant des épidémies. Et bref, désolé pour le manque de détails, mais globalement, quand ils ont donné ça à des infirmières pour accélérer, les aider à diagnostiquer plus rapidement et que du coup les soins de santé soient plus performants, bah, finalement, le personnel de santé ne l'a pas utilisé parce que le truc était complètement à côté, parce qu'il y a ce que tu décris, il y a le contexte d'un laboratoire et il y a le contexte de la vie réelle. Et aujourd'hui, on ne sait pas transformer toutes les données de la vie réelle en données mathématiques. Et donc, il y a du chaos derrière. Et donc, s'il y a du chaos, l'IA, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Amazon et le Covid-19 qui arrive, c'est un moment chaotique. Et ben, elle ne sait pas gérer ça. Elle ne sait pas s'adapter à ça toute seule, puisque c'est ce que je disais depuis le début. L'IA, ce n'est pas magique. En amont, il y a l'humain, et c'est l'humain qui donne à manger à l'IA. Je vais faire mon casse-pied de timekeeper sur la séance. Il est 8h moins 5, donc je vais poser peut-être pour revenir sur un cas concret de supply chain. Comment la partie IA peut permettre de réduire les gaz à effet de serre? Là, c'est une question très pointue. Et comment ça peut améliorer le processus client au final? Je ne vais pas parler longtemps. Je ne suis pas spécialiste et je fais que parler avec des gens qui s'occupent de ce genre de choses-là, encore deux fois dans l'OMG, à travers l'IBM Academy of Technology. J'en profite pour dire que je parle comme mon nom propre et comme ça, personne ne va m'embêter. Alors, moi, ce que je trouve sur la supply chain, c'est on a un modèle de supply chain et il faut s'intéresser à ce que Louis vient de dire, c'est-à-dire la réalité de la supply chain. Et bien comprendre que tout ça, c'est intégré, c'est intriqué avec d'autres business process partout. Donc, ne disons pas je vais déjà optimiser le petit bout, comme ça c'est déjà toujours mieux, parce que peut-être en optimisant le petit bout, je rends beaucoup plus complexe l'intégration et rien que le projet, le coût de transition et toute l'intégration autour, les API, ce que les informaticiens appellent les API, voilà. Et la maintenance après, parce que peut-être que j'optimise, c'est facile, et après il faut maintenir, c'est 4 fois plus difficile. Donc, je dirais, c'est un travail d'expert. Et je suis pas expert. Je suis pareil, je suis ni spécialiste de la supply chain, ni du reste. En revanche, il y a des choses qui sont très concrètes et qu'on sait globalement, là, comme je l'évoquais tout à l'heure avec Amazon, la prévision de vente, la gestion des stocks, tout ça, c'est des choses qui sont utilisées par les compagnies qui sont championnes de l'IA et qui fonctionnent. Et si elles les utilisent, c'est que ça fonctionne. Il y a ce que tu disais, Arnaud, aussi que je retrouve dans le secteur de l'assurance. Le secteur de l'assurance, il est intéressant pour ça, il est en train de se transformer, de pivoter, et ils sont en train de passer d'un modèle
on va dire, payeurs à partenaires. Donc, ils offrent des nouveaux services avec des techs d'IA, des techs qu'on appelle des préventive tech ou prédictives. Et il y a plusieurs cas d'usage. Donc, il y a la gestion intelligente d'immeubles, etc. Mais il y a aussi justement tout ce qui est supply chain, c'est-à-dire je vais monitorer, faire de la prédiction sur une rupture dans ma supply chain. Ah, il y a Arnaud qui se déplace. Oui, ils m'ont coupé la lumière là. Ah, ils t'ont viré. C'est Sylvain, il leur a envoyé un message, il leur a dit il est 19h. Ah, il y a un cœur qui a tout cassé. On a dit réduction d'électricité, il faut faire attention, donc maintenant on coupe les lumières. Ah, là, je confirme, oui, c'est réduit, oui. On a encore 5 minutes ou pas? On a encore 5 minutes. Alors, je vais vous poser une question de Clio qui est, alors je la pose telle quelle parce que j'ai un peu de mal à comprendre le concept. Je vais être tout à fait clair avec vous. L'IA, c'est un scope 2, normalement, car l'électricité, cloud, etc. Mais les IA en supply chain pourraient être classés en scope 3. Alors, il y a moins de responsabilités pour les contrebalancer. Donc, il y a une histoire de scope 2 ou scope 3, c'est ça que je comprends. Ouais, j'ai du mal sur scope 2 ou 3, je dois avouer. Il faudrait que je sache plus sur la classification qui fait que c'est du 2 ou du 3. Ouais. Pour apporter une réponse un peu intelligente, mais là, malheureusement, je manque d'informations. Non, et c'est un dossier là. Il faudrait prendre le point et regarder de près. Oui. Tu n'en as pas une autre, non, pour Ah bah j'en ai une autre, hein, vraiment pour histoire de. On a parlé tout à l'heure de code et de personnes d'humains en fait qui programment la partie IA pour respecter les RSE. C'est quoi les garde-fous pour éviter des biais cognitifs qui peuvent amener à un comportement non éthique ou une responsabilité de l'IA? Alors pour moi, les biais, c'est comme l'effet rebond, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est parce que on se compare aux robots. Donc on se dit, pourquoi on est biaisé? C'est pas normal. On devrait être purement mathématique. On devrait être des anges, la pure intellection. Vous voyez, faire statistiquement toujours la bonne chose. Oui, mais je suis pas un être statistique. Je fais toujours une seule fois les choses. Je fais pas 100 000 fois à chaque fois. Bon. Donc il n'y a pas de biais. Voilà. Moi je dis il n'y a pas de biais. Il y a la technique. On la pense très mal d'ailleurs. Les philosophes de la technique sont mauvais. Voilà. Il y a des génies, mais ils sont toujours pas arrivés à nous casser ce problème de la philosophie de la technique. On ne la voit pas. On ne voit pas les machines à gouverner. On fait comme s'ils n'existaient pas. On confond les effets et les inférences. Et donc, non, il y a les biais, c'est normal. C'est le cerveau entraîné qui fait de son mieux et puis parfois qui se trompe. Mais ça, c'est la référence. C'est la moins mauvaise chose qu'on a. C'est quand quelqu'un qui est biaisé arrive à faire bien, eh ben, on a le monde qui s'améliore. Quand il n'y arrive pas ou qu'il laisse son biais le prendre le dessus, on a et dire la machine n'est pas biaisée, c'est vrai, mais il faut voir un autre truc, c'est qu'elle n'a aucune opinion sur quoi que ce soit. Parce que c'est un ange qui n'a pas d'avis. Ça parle, ça dit des trucs, et quand on sera tous morts, elle continuera à parler jusqu'à ce que le charbon soit complètement brûlé, et là, ça s'arrêtera. Donc non, moi je suis pas d'accord avec les biais, et je trouve qu'on perd son temps, et c'est triste, parce qu'il y a des gens qui font des thèses là-dessus, de 3, 4, 5 ans, à réfléchir aux biais, et pour moi c'est très mal posé. Voilà. Je suis à moitié d'accord. Je pense que oui, je pense que c'est très mal posé. À mon avis, la question est plutôt de se dire dans quel contexte, si on tient compte du fait de ce que tu as dit, à savoir que l'IA est une machine qui s'en fout de savoir si c'est bien ou mal, dans quel contexte, du coup, je peux l'utiliser. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Hein. Du predictive policing aux États-Unis, où la police de je sais plus quelle ville met en place un système d'IA, du coup qui fait du prédictif, et comme dans la partie entraînement, on utilisait plutôt des portraits d'hommes noirs, etc. Du coup, on va faire du surprédictif sur le fait qu'il y a plus, ce sont les noirs qui sont les plus criminogènes, etc. Donc ici, il y a aujourd'hui, moi, ce que j'aime à penser, c'est plutôt que l'IA, c'est un miroir justement de choses qui sont ancrées dans nos cultures, qui nous semblent la norme, et ça nous oblige à nous dire, mais est-ce que c'est vraiment ça le projet de société qu'on veut? C'est vrai. Mais du coup, ça veut aussi dire que la vérité de 1980, la vérité de 2022 n'est pas la même. Donc, il ne faut pas non plus s'autoflageller en se disant, oui, on est plein de biais, machin. En fait, les biais de 2022 et les biais de 2042 ne seront pas les mêmes non plus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est adaptatif. Oui, on a tous des biais qui sont liés à notre culture, à notre histoire, à notre expérience. Et le danger de tout ça, c'est que c'est pas qu'on est biais, c'est qu'on les donne à des machines qui agissent à une échelle qui est beaucoup plus importante. On automatise ces biais. C'est comme accorder des prêts immobiliers. Je suis une banque, je vais accorder plus à des hommes blonds de 40 ans comme Luc Bardon que un monsieur d'origine maghrébine qui a 25 ans. Ça, c'est pas normal. On est d'accord que c'est pas équitable. Non, mais tu as raison. Ouais.
c'est que les gens qui vont programmer potentiellement peuvent même sans faire exprès le faire. Non, je pense que tu as trouvé le truc. C'est-à-dire, c'est le passage de la pensée rationnelle de quelqu'un à la pensée purement, la pure intellection d'un ange ou d'un robot. Et là, effectivement, c'est un passage à l'échelle, en fait. Et autant un biais dans une situation unique. Moi, j'ai des biais, je vais traverser la route, je regarde peut-être toujours à droite, à gauche, parce que je suis dans une certaine culture, parce que les gens roulent à droite. Bon, donc ça, c'est un biais. Voilà. C'est pas, je me mets dans un autre contexte, je me fais écraser parce que j'avais mon biais, c'est dommage. Mais pourquoi j'ai développé ce biais? Parce que j'ai toujours une seule chance de bien faire. Mais le robot s'en fiche du biais. Lui, effectivement, il en a pas, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir raison ou tort. En fait, il a besoin que de se conformer à une règle écrite, mais je pense que tu as trouvé l'explication du biais. Bah, tu viens de casser le problème du biais, voilà, à mon avis. Je ne sais pas si j'ai cassé le biais, mais je pense que globalement, la machine, comme on dit depuis le début, elle n'est pas magique et que finalement, la responsabilité, elle incombe à la personne qui est en amont, qui va lui donner des données et qui va la développer. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de réponse magique, mais en tout cas, je pense que c'est fondamental. Et quand j'ai donné ce cours en 2018 dans mon ancienne école d'ingénieur, je me suis aperçu que ça n'existait pas, des gens qui vont arriver sur le marché du travail, qui sont développeurs, est-ce qu'ils ont eu des cours en amont, de l'éducation sur l'éthique, je ne vais pas parler de biais, mais en tout cas sur cette dimension-là qui me semble importante parce qu'ils seront responsables du fait qu'il y ait de l'automatisation de choses qui, à mon sens, ne sont pas forcément équitables et pas le reflet de ce qu'on voudrait de la société. Oui. Alors, je pense, pour revenir sur la question précédente, j'ai André qui m'a aidé en me disant que le scope 2, c'était du scope interne à l'entreprise, et le scope 3, c'était du scope plutôt fournisseur et externe à l'entreprise. Donc, sur la partie IA l'IA en supply chain pour être classé en classe d'aide à l'extérieur de l'entreprise. Oui, bon là, encore une fois, je suis pas sûr de bien interpréter la question, mais oui, de toute façon, je suis d'accord que c'est un problème, hein, puisque décider que l'IA c'est un objet, alors que pour moi c'est des normes, c'est des lois, eh ben effectivement, ça nous demande, mais où est-ce qu'il est cet objet? Est-ce qu'il est, j'en ai la responsabilité? Ou alors quelqu'un d'autre? Parce que s'il est chez moi, il n'est pas chez l'autre, etc. Mais pour moi, des lois, j'ai personne. C'est comme le code pénal, il n'est pas chez toi ou chez moi. Et en effet, je pense que la personne relève une sorte de difficulté qui vient d'une mauvaise définition à la base de l'IA. Qu'on signalait d'ailleurs en début de session, c'est qu'on ne sait pas avec lui bien exactement, on a notre définition qu'on en propose, mais en fait, c'est pas un objet. C'est des règles, c'est du code, c'est des règles. Et donc, va catégoriser des règles en scope 2 ou 3. Bah, je suis navré, C'est lâché, ouais. Non, c'est pas que j'ai lâché, c'est pas ça. J'essaie de bien comprendre la question. Je suis pas sûr de bien la comprendre. Mais non, c'est pas. Peut-être j'ai dévié par rapport à l'idée de la question. Non, mais même j'essaie. Je savais que j'ai un peu de mal aussi à la comprendre. Désolé, je vais terminer sur cette note. Il est 20h05. Je vous remercie. Une dernière question de Fabien. Je pose la dernière question de Fabien, mais c'est vraiment histoire de conclure. Je vais vous demander une réponse en moins de 2 minutes chrono, sinon après je vais me faire taper sur le doigt par Marion. Est-ce que le développement d'un code éthique international pourrait être la prochaine étape pour contrôler le développement des IA? Ok. Merci pour cette question. Ouais. Je sais que Arnaud va l'adorer et moi je l'aime bien aussi. Ouais, alors Laïc, vas-y, à toi l'honneur. Non, vas-y. Ok, bon, moi c'est vite fait, bien fait. C'est-à-dire que l'éthique by design, c'est douteux quand même, parce que quand ton code est super bien éthique au début, après, si je ne m'abuse, on a un système intégré. Il va être réutilisé, il va être débugué, il va interopérer, il va être cybersécurisé. Bref, il va être transformé. Donc ton super code éthique, tout bien propre au début, pas de biais, rien du tout. Tu reviens 6 mois plus tard, tu sais plus où il est. Il n'est pas quelque part. Encore une fois, c'est de la loi. Voilà. Donc, ça pose la question profonde de la frontière que les juristes connaissent bien entre qu'est-ce qui relève de la morale et qu'est-ce qui relève du droit. Voilà. Et je pense, moi, j'essaie de promouvoir un auteur de dialogue interdisciplinaire et je passe la parole à Loïc. Ouais, t'étais rapide. Cette question, c'est une question que je réfléchis aussi depuis pas mal de temps. Et je suis pas sûr qu'on soit d'accord, mais c'est pas grave. La question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il existe des règles éthiques universelles? Ma conviction, c'est que c'est pas le cas parce que c'est très ancré dans la culture. Je vais prendre l'exemple de la Chine que je connais bien pour y avoir vécu quelques années, et notamment de la notion de vie privée. Donc, il faut savoir que jusque dans les années 80 à peu près, la vie privée, c'était
c'était vu dans la culture chinoise comme quelque chose de négatif. Alors pourquoi? Parce que derrière il y a une histoire, il y a l'histoire de Confucius, et dans la culture, dans cette culture chinoise, ce qu'on valorise, c'est l'intensité interpersonnelle, c'est-à-dire la transparence entre les personnes dans l'échange, et du coup la divulgation de tout. En fait, il n'y a pas de secret. Donc pourquoi si quelque chose est bon, j'aurais pas envie de le partager? Donc, finalement, la notion de vie privée, c'est quelque chose qui est presque considéré comme un secret inavouable, c'est être antisocial de vouloir avoir de la vie privée. Donc ça, c'est les cultures chinoises. Mais nous, en tant qu'Européens, même Français, on n'est pas du tout dans le même fonctionnement psychologique. Après, la deuxième chose, et ça c'est une illustration, c'est un exemple, je montrerai là-dessus, il y a une expérience assez connue du MIT qui s'appelle Moral Machine, où globalement, donc, il y a des millions de personnes qui ont joué à un espèce de jeu créé par le MIT qui consiste à choisir qui va mourir dans des scénarios d'accident de voiture. Donc, c'est moi, Loïc, je suis dans une voiture autonome. Donc, il va y avoir un accident. Soit je tue les 3 petits-enfants qui passent la rue, soit la voiture me plante dans l'arbre. Qu'est-ce qu'elle doit choisir, la voiture? Donc, je vais répondre scénario 2. Au lieu que ça soit 3 petits-enfants, c'est un chien et c'est une vieille femme dans la voiture, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de cas comme ça. Et on s'aperçoit que tout ça, c'est la relève de la morale et que c'est surtout pas des choses qui sont ancrées dans la loi, parce que sinon, ça voudrait dire que, par exemple, la vie de Loïc Bardon vaut plus que la vie d'un petit enfant qui traverse la rue, ce qui est moralement complètement pas entendable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des millions de personnes qui ont répondu à ça, de plein de cultures différentes, et que les résultats sont extrêmement disparates. Moi, ça me fait dire qu'il n'y a pas d'éthique universelle aujourd'hui, et je doute fort sur le fait qu'il y ait quelque chose d'universel qui soit parfait et que tout le monde soit d'accord. Il y a un deuxième truc intéressant, Loïc, c'est que pourquoi on nous sert le dilemme du tramway, parce que c'est le problème de cette Moral Machine, c'est le dilemme du tramway, pour la voiture autonome, alors qu'elle n'est pas nécessaire, techniquement, quand tu construis une voiture autonome. Je pense qu'il y a quand même une sérieuse question à se poser, mais parce que si toi je te demande de faire une voiture autonome, tu vas pas encoder le dilemme du tramway en fait. Tu vas dire il y a un obstacle, j'essaie de l'éviter, tu vas faire tout ce que tu veux, mais techniquement je vois pas pourquoi tu irais catégoriser vite. Est-ce que c'est une vieille dame? Ah bah tiens, je vais l'écraser parce que j'ai surpondéré la vieille dame. Mais non. J'accède à ces données de santé qui me permettent de dire qu'elle est malade. Tu vois, on va aller très loin. Non. Pour moi, c'est pas nécessaire techniquement. Ça prouve que nous avons une mauvaise définition de l'IA. Bon, moi, je vais laisser cette conclusion en termes de derniers éléments. Messieurs, merci. C'était passionnant. Je pense qu'on peut en durer quelques heures. Et je vais certainement vous réinviter pour une deuxième session, histoire de compléter les discussions si jamais ça vous intéresse. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. C'était bien intéressant. J'espère que ça vous a plu. Alexandra nous a mis dans le fil de discussion les premiers éléments gérés par le club Global Executive MBA. C'est ouvert à ceux qui veulent y participer, bien évidemment. Arnaud et Loïc, merci. Merci à toi. Je vous souhaite à bientôt. Pour mémoire, parce que vous êtes restés jusqu'au bout, je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée et vous avez le replay qui sera disponible d'ici quelques jours sur le site de Neoma Unlimited. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde.